Chez Cegid, nous ne cherchons pas l'innovation à tout prix. Nous préférons proposer des innovations utiles, qui ont un sens. Nous puisons notre inspiration dans votre métier et ses évolutions pour imaginer des outils innovants qui vous ouvrent les possibles. Nous travaillons avec les meilleurs partenaires pour concevoir des solutions de gestion d'un nouveau genre qui exploitent les technologies du cloud et de l'intelligence artificielle pour améliorer votre expérience et accroître votre potentiel. Avec toujours le même objectif, révéler toute la valeur de votre métier. Avec Cegid, découvrez de nouvelles solutions de gestion inspirées par votre métier et prêtes pour vous. Cegid, ouvrir les possibles. Bien, Sylvain donc et André, Sylvain Mousset, André Brunetière qui viennent me rejoindre sur scène. Vous êtes respectivement... Bonjour à tous. Bonjour. Respectivement, donc, que je ne me gourre pas, Chief Product and Technology Officer. Ça, c'est André. Voilà. Et Chief Innovation Officer. Ça, c'est toi, Sylvain. Alors, c'était le premier mot de la vidéo qu'on a vu, et à mon avis, ce n'est pas par hasard. Utile, innovation utile. Je crois que Sylvain, c'est un de tes gimmicks depuis de nombreuses années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'incarne? Chez Cegid, on ajoute toujours utile à innovation. Ouais. Donc, quand on pense aux utilisateurs des solutions, en fait, on ne pense pas aux utilisateurs, on pense aux personnes, à l'individu. Bon, ça vient du fait que les habitudes personnelles, celles qu'on a à la maison, dans sa vie personnelle, sont entrées dans le monde de l'entreprise et que donc les logiciels doivent intégrer ça. Et ça, c'est traité par une science qui s'appelle UX, User Experience. C'est devenu une science. Et j'aime bien le mot de Geoffrey, c'est une science de la simplicité. C'est-à-dire, comment on ne vous pense plus acteur d'un processus, on vous pense être humain, utilisateur d'un logiciel. Et comment vous rendre le plus efficace possible. Pour ça, on fait deux choses. On doit vous donner au bon moment les bonnes informations. Et on doit vous fournir la liste des choses les plus importantes à faire maintenant dans le métier que vous faites, là où vous vous trouvez. Voilà, donc pour simplifier, l'innovation utile, c'est une expérience utilisateur efficace. Oui, alors c'est ce mot d'efficace, Sylvain, qui à un moment peut un peu perturber, parce qu'on parle à un humain ou on parle à un robot quand on dit efficace? Je comprends bien la question. Ouais, ben oui. Alors, tu sais, l'homme augmenté, là, on dit l'homme augmenté, mais je suis déjà pas mal, non? Enfin, ça va. Laurent a rappelé que j'étais là en 2005, mais j'étais aussi là bien avant. Ouais. Et je dois dire qu'en tant que développeur de logiciels, pendant longtemps, on a fabriqué des logiciels qui étaient limités. Ouais. Et on obligeait les utilisateurs à rentrer dans le truc. Un peu comme des chaussures trop petites, quoi. Et ça a duré longtemps. Et là, on est entré dans une nouvelle ère où, d'une part, les capacités de calcul, de stockage, les capacités algorithmiques ont beaucoup changé. Et on sait faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Et donc, maintenant, c'est le logiciel qui se rapproche de l'être humain. Bon, c'est un peu philosophique ce que je dis, mais les logiciels parlent le langage des humains. Donc aujourd'hui, on peut parler au logiciel. Nous, on l'a fait dans un travail sur un logiciel de paye pour entrer ce qui s'appelle les éléments variables de paye. Il y avait 23 cas où il faut donner une information. Donc avant, on aurait développé 23 écrans de saisie différents qu'il aurait fallu apprendre à utiliser à nos utilisateurs. Là, on a arrêté, on a dit maintenant tu dis ça en français. Exemple, je veux verser une prime de 500 € à Frédéric, qui est de l'autre côté de là-bas. Il suffit de dire ça, ça suffit. Voilà. Ou bien, je serai en congé la semaine prochaine. C'est Sylvain Mousset, la semaine prochaine, on sait ce que c'est, ça suffit. Et donc, donc le logiciel parle le langage des humains. La deuxième chose où le logiciel se rapproche de l'humain, c'est qu'on n'envisage plus... Au fond, avant, comme le logiciel était limité, il nous obligeait à une relation très exclusive. C'est-à-dire, quand je suis avec mon logiciel, je ne peux rien faire d'autre. Et là, en fait, on envisage le logiciel avec l'être humain qui est placé dans sa dimension sociale collaborative. C'est-à-dire, en même temps que j'utilise un logiciel de finance, de trésorerie, je suis connecté à mon équipe, à mes fournisseurs, à mes clients, à mon banquier, à mon partenaire. Donc Teams, Zoom, tout ce qu'on voudra, mais donc je partage un document, ça va très très vite. Ouais. Ça renvoie aussi à l'interopérabilité des logiciels, la fluidité dont a parlé Laurent tout à l'heure.
Donc, franchement, maintenant, on a la proposition, c'est inversé. Et ça veut dire que, donc tu as dit UX, User Experience, ça veut dire qu'en sous-jacent, c'est, alors ces fameux deux mots-clés maintenant de la tech, le big data et l'intelligence artificielle. Oui, parce que bon, pour parler le langage des humains, il faut de l'intelligence artificielle. Pour pouvoir recommander une liste d'actions urgentes ou importantes à faire, il faut beaucoup de data et de l'intelligence artificielle. On peut appeler ça de l'UX de recommandation. Ouais. Je te recommande ce que... Bon. Comment on fait? Alors, on peut soit observer ce que fait une personne, ses habitudes à lui. Chaque vendredi matin, il fait ça. Ou bien, on observe les habitudes de tous les utilisateurs, quelle que soit l'entreprise, et on en déduit ce qu'il faut recommander. Donc là, on est dans l'UX de recommandation. Alors, on pourrait aller un pas plus loin, qui serait l'UX de prédiction. C'est-à-dire, je te prédis ce qui va t'arriver. Que vendredi prochain, tu ne feras pas ça. Voilà. Fais gaffe, vendredi prochain, il y a un incident qui va se produire. Alors là, c'est plus sophistiqué. Ouais. Et donc, là, tout à l'heure, on parlait d'éthique. Il y a deux dangers à la prédiction. Le premier, c'est le danger de l'évidence. C'est-à-dire, si je ne te prédis que des trucs que toi-même, tu vois tous les jours, mon algorithme, franchement, il ne sert à rien. Et puis, il y a le danger de l'opacité, c'est-à-dire, je te prédis quelque chose et tu ne comprends absolument pas pourquoi je te prédis un truc pareil. C'est peut-être vrai, mais comme je ne le comprends pas, je ne te crois pas. Et donc, je ne tiendrai pas compte de ta prédiction. Et donc, mais ça, on va en reparler, les gars, parce que s'il nous reste un peu de temps, on va en reparler, parce que je pense que c'est ça, ce deuxième danger est au cœur des réflexions des directions financières en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Voilà. André? Oui, je pense qu'on a déjà intégré un peu d'intelligence artificielle dans nos produits, notamment pour automatiser un certain nombre de tâches répétitives, pour digérer l'information sans faire intervenir l'humain. Et peut-être tu peux parler de, effectivement, comment ça, finalement, se retranscrit dans les écrans. Ouais, donc oui, bon, d'abord c'est une tendance, c'est-à-dire que de plus en plus, les données vont arriver dans les systèmes de gestion de manière automatique. C'est des flux, les flux des banques, la facture électronique. La saisie manuelle, ça va totalement disparaître. Hein. Les flux vont intégrer. Donc, plus il y a de flux, plus il y a d'hétérogénéité de cas. Et ça signifie d'une part que on a déjà commencé à traiter ça, mais avec des outils qui sont des moteurs de règles. Et ça ne tient plus, parce qu'il y a trop de règles à écrire, on n'arrive pas à les écrire. Et donc, il faut des outils de machine learning, c'est-à-dire des algorithmes apprenants qui vont être capables d'apprendre tous les nouveaux cas qui se produisent et les traiter. Alors, donc, ça marche, mais il y a un petit plus qu'il faut ajouter, c'est que ça ne marche pas dans tous les cas. Et donc, là où l'intelligence artificielle doit être d'un secours, c'est à identifier les anomalies ou les suspicions d'anomalies. Et dans ce cas-là, rendre la main à l'humain. Ouais. On dit ça « when human needed ». À un moment donné, soit il y a un doute, soit on est sûr, soit l'algorithme détecte une vraie anomalie, et je rends la main à l'utilisateur. Et là, l'UX doit être très performante, parce qu'on est dans des cas d'exception où on va chercher l'expertise de l'humain, et donc il faut l'aider à traiter ces cas d'exception. Si vous avez 1 million de lignes à traiter et qu'il y a 1000 anomalies, il y a 1 pour 1000 d'anomalies, il y a quand même 1000 anomalies. 1000 anomalies dans un système de finance, c'est une catastrophe. Mais il faut quand même les traiter. Mais il y a aussi cette idée que si tu commences à faire ça, tu vas saturer l'utilisateur de messages. Alors comment on gère ça? Ouais. Alors il y a un sujet sur l'UX, c'est que dans un premier cas, il faut qu'elle apprenne à se taire. C'est-à-dire que les logiciels, ils sont trop bavards. Et donc, on reçoit trop de notifications, etc. Donc, premièrement, faisons se taire les logiciels. C'est la première idée. Voilà. Et tu as dit tout à l'heure, l'UX, c'est une science. Peut-être que tu pourrais parler de notre pratique de cette science chez Cegid. Alors, j'ai découvert ce que on avait senti qu'il se passait ça. J'ai créé cette équipe chez Cegid. Aujourd'hui, on a une équipe de spécialistes du sujet. Donc, c'est une vraie science parce que c'est des formations spécifiques. Hein. Ce sont des gens qui travaillent là-dessus, viennent du monde de la psychologie du travail, des sciences cognitives. Tout à fait. Et donc, il y a plein de méthodologies qui ont été développées là-dessus. Et donc,
c'est des méthodes de travail. Et pour moi, l'élément clé qui répond peut-être à la question que tu te poses, Stéphane. Sur la black box. Ouais, c'est que pour faire travailler bien les UX, eux, leur seule demande, c'est de rencontrer les utilisateurs. Ces démarches, à la différence des développeurs d'avant, je les ai bien connus, c'est que ce sont des démarches ouvertes. Soit très en amont dans le cycle de conception d'un produit, au moment où on imagine le produit, soit un peu plus en aval, au moment où on a commencé à le développer. Et on est en train de développer une interface qui va être utilisée très souvent par les utilisateurs. Et là, on va aller vérifier qu'on est en train de le faire comme il faut. Et donc, c'est une démarche ouverte. Et donc, on vous sollicitera. Je vous invite à venir travailler avec nous quand on vous sollicitera sur ces sujets-là. Parce qu'on a besoin de comprendre ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de le faire. Voilà. Mais, alors juste toute petite question, et après on discute ensemble, André, mais il faut que ça reste ouvert ensuite. C'est-à-dire, dans la salle, là, il y a des gens, ils sont gardiens du chiffre. Ouais. Et il faut qu'ils restent gardiens du chiffre. Et donc, ok, vous allez discuter ensemble, lui, etc. Mais il faut que, enfin, je pense, à chaque instant, ils puissent comprendre pourquoi, enfin, évidemment, dans la mesure du possible, comprendre pourquoi. Le résultat est le résultat que on s'accorde à sortir ensemble. Donc, il faut traiter. J'ai parlé d'opacité tout à l'heure. Voilà, si un algorithme est opaque, c'est un mauvais algorithme. Ouais, et donc, il faut absolument de la transparence dans les algorithmes, d'un point de vue éthique, hein, parce qu'il peut y avoir des biais cognitifs, mais aussi d'un point de vue d'usage. Il faut que l'utilisateur, on l'a fait dans nos équipes retail. Vous savez qu'on a une spécialité retail chez Cegid, et il y avait une équipe qui avait travaillé sur des recommandations pour développer des opérations commerciales censées augmenter le chiffre d'affaires. Et parfois, on aboutissait à un calcul qui disait, si tu baisses ton prix de 10%, tu augmentes ton chiffre d'affaires de 20%. Mais si on ne sait pas expliquer pourquoi, je vous assure que le commerçant, il n'y va pas du tout. Hein. Il n'y commence pas, parce qu'il dit, non, moi, je ne joue pas ton truc. Donc la capacité de transparence à expliciter comment on a abouti à tel résultat, par une formule magique, la preuve, c'est très important. C'est éthiquement et fonctionnellement. On est là pour ça, André. Je vais faire une petite analogie. Et je crois que c'est très important. Enfin, je voudrais pas, mais je crois que c'est très important pour eux. C'est facile pour moi, moins pour certains. On se remet 40 ans en arrière ou 30 ans en arrière. Début des calculatrices. Est-ce que quelqu'un sait comment ça se passe dans les micro-transistors? Non, mais André, je peux refaire l'opération. Si tu veux, la calculatrice me fait gagner du temps, mais ok, je me mets sur ma feuille, je vais faire l'opération. D'ailleurs, je le fais de temps en temps. 17 324 712 multiplié par 273. Ça va prendre un peu de temps, mais je vais y arriver. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a gagné la confiance même. Je dirais ce qui se passe dans les lignes de code d'un tableau Excel, personne ne le sait vraiment. Mais on a gagné de la confiance sur le résultat à cause de deux choses. Un, parce que l'expérience a été répétée des milliards de fois. Ouais. Elle donne toujours le même résultat et on gagne de la confiance. Et puis deux, parce qu'il reste, et j'imagine que vous, dans les fonctions financières, vous savez ça, il reste notre capacité d'œil de lynx. C'est-à-dire, quand ça ne répond pas en ordre de grandeur ou en quantité à ce qu'on imagine, on se dit, il y a quelque part un truc qui cloche. Et je pense que cette deuxième fonction, elle va être essentielle quand on va basculer dans l'intelligence artificielle. On va gagner en confiance au fil du temps parce qu'il y aura de plus en plus d'essais, plus en plus de réussites et on y croira de plus en plus. Mais si on perd l'œil de lynx, là, effectivement, on peut aller vers de grosses bêtises. André, impact, parce que c'est l'autre élément, impact de tout ce qu'on vient de se dire sur les organisations. Est-ce qu'on peut projeter la petite image que j'avais mise ? Alors, pour ceux qui connaissent cette image, c'est un peu de la datation au carbone 14, hein, parce que c'est un film des années 50-60 qui s'appelle Playtime. Et je voulais la présenter parce que je trouvais que c'était le bel archétype de ce qu'était l'utilisateur au début des logiciels de gestion. Ouais. En fait, l'utilisateur ne se servait pas du logiciel, c'est le logiciel qui se servait de l'utilisateur. C'est-à-dire, sans utilisateur, le logiciel n'était rien, parce qu'il fallait quelqu'un qui saisisse de l'information dedans pour que, effectivement, le logiciel apporte une quelconque information. Donc, Sylvain l'a déjà dit, cette action de saisie, elle s'est déjà beaucoup diminuée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communication entre systèmes. Dans notre jargon, on appelle ça le machine-to-machine, qui fait que le rôle de l'utilisateur de saisie a diminué. Il reste encore une part d'information dite analogique, des papiers essentiellement,
Aujourd'hui, déjà, cette part diminue de plus en plus. La facture électronique qui va arriver va encore la faire diminuer. Mais même quand elle est analogique, aujourd'hui, on a toute capacité avec la technologie à ne pas faire intervenir l'humain pour que ces données soient rentrées dans les systèmes. Mais il va se passer encore autre chose, parce que même quand on avait ce machine-to-machine, on laissait derrière un humain qui allait contrôler que tout s'était bien passé, contrôler les flux, vérifier s'il y avait des erreurs, traiter les rejets, etc., etc. Et même ça, avec l'évolution de la technologie, ça va disparaître. Et donc, il y a quand même tout un pan d'activité qui existait dans les entreprises et qui va disparaître. Je vais prendre une comparaison avec une activité qui ne fait que ça, c'est le monde de l'expertise comptable, où il y a environ, dans le monde de l'expertise comptable, à peu près 100 000 collaborateurs dans les cabinets qui travaillent là-dessus. La prédiction qu'on a construite avec cette profession sur l'impact sur les effectifs, c'est une diminution de 50% des effectifs, le fait qu'il n'y ait plus ça à faire, et donc qu'on ne se concentre que sur le reste. Donc c'est quand même vraiment significatif. Et donc c'est un gain de productivité considérable. Non, j'étais en train de penser à la réinvention des métiers que ça implique, mais c'est d'abord un gain de productivité considérable. C'est un gain de productivité considérable. Je pense qu'il faut y réfléchir un petit peu avant de dire super, je vais diviser mes équipes par deux. C'est ça. Je pense que parce qu'en parallèle de ces actions de saisie de contrôle qui disparaissent du spectre de l'action humaine, en parallèle, il y a une multiplication des données qui est énorme. C'est-à-dire que les sources de données qu'on peut rentrer dans les systèmes, elles sont de plus en plus importantes. Et donc, on a traité le problème de les rentrer dans le système. Maintenant, les données, il faut quand même les analyser, les rendre intelligibles et utilisables pour les acteurs qui vont avoir à prendre des décisions sur la base de ces données. Et ça, c'est des nouveaux métiers. Beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant, finalement, c'était assez simple à utiliser puisque la donnée était relativement rudimentaire. Dès lors que la donnée devient beaucoup plus riche, c'est un vrai travail que d'en faire quelque chose d'intelligible. Je vais prendre l'exemple de ce que Jean-Baptiste et Geoffrey nous présentaient. Vous voyez un peu l'ensemble des systèmes qu'on a dans une direction financière qui apportent de l'information, de la trésorerie, de la fiscalité, des immobilisations, etc., etc. Tout ça, finalement, aujourd'hui, fonctionne de plus en plus avec de la donnée en temps réel. Effectivement, on a une espèce de profusion de données et la capacité à digérer, transformer, mettre à disposition des décideurs la donnée, ça va être de plus en plus de compétences. Donc effectivement, il y a un vrai déplacement des compétences de métier de contrôle de la donnée à métier de transformation de la donnée pour la rendre utilisable. Et d'émission de la donnée, non? C'est-à-dire que cette donnée dont tu parles, c'est aussi finalement ta grande fragilité. Il faut qu'au départ, elle soit juste. Elle soit, voilà. C'est vrai, et la fiabilité, notamment dans cette saisie automatique qu'on confie à des algorithmes ou à l'intelligence artificielle, on peut s'interroger sur la fiabilité. Là, si on a fait des mesures, je vais reprendre l'exemple de la profession comptable, qui est pour nous un exemple intéressant, parce que c'est là où on a le plus de volume d'informations non digitalisées, puisque c'est souvent les TPE, et c'est peu digitalisé, qu'on transforme en informations digitalisées. Donc on a comparé l'homme et la machine. Ça fait toujours peur quand on dit ça, mais à un moment, il faut bien faire ces comparaisons. En termes de taux d'erreur par rapport à des algorithmes de moteurs de règles et d'intelligence artificielle d'un côté, et puis de la saisie humaine et du contrôle humain, on est à peu près à 7% d'erreurs côté humain et on est à 3% côté machine. Donc effectivement, on fait encore des erreurs côté machine, mais moins côté humain. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des erreurs, mais il y en a dans les deux cas. Donc ce n'est pas 100% de fiabilité, mais on gagne en fiabilité et en plus en productivité. Ouais. Enfin, ça me fait penser à la voiture autonome où tu as 3 millions de morts par an sur les routes de France, mais dès qu'il y a un accident avec une voiture autonome, on se dit « Ah mon Dieu, elle n'est pas fiable !» Voilà. André, donc, est-ce que tout cela ne va concerner que quelques initiés dans l'entreprise? Alors, je pense que y a toute l'idée aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a plein de sources d'informations qu'on fait rentrer dans le système. Et d'une part, et d'autre part, aujourd'hui, tout décideur opérationnel n'arrive pas à défendre ses projets sur sa simple conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas avec des cases étayés sur des faits et des chiffres, on n'arrive pas vraiment à défendre son cas. Ouais. Et donc, la fonction financière qui un peu gouverne toutes ces données et sait lui donner de la valeur, elle va avoir un rôle essentiel dans l'interaction avec les opérationnels pour arriver à construire ces cases qui permettent de
construire non pas la conviction de l'acteur opérationnel, mais la conviction collective de tous les décideurs pour y aller. Et donc, effectivement, sur ce rôle-là, il va y avoir besoin de beaucoup plus partager la donnée, et parce qu'effectivement, les projets se gagnent avec de la conviction, mais aussi avec des datas. Mais là, on ouvre un champ dont on va parler d'ailleurs dans la table ronde qui va venir après la pause qu'on va vous accorder. On ouvre un champ aussi absolument passionnant, parce que ça veut dire que la direction financière va ouvrir, va partager, va recevoir, va donner. La vidéo du départ, là, c'est bon de dire oui. Ça s'adresse évidemment à des directions financières qui souvent n'en peuvent plus dire non. Donc voilà, c'est tout cela qui est en transformation. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a beaucoup de données. À un moment, il faut les consolider, les agglomérer pour avoir la vision globale de l'entreprise. Ça, c'est évident, ça reste une donnée hypersensible, peu partagée. La donnée globale de l'entreprise, c'est réservé à des initiés au sens que lui donne l'autorité du marché financier. Donc, ça reste quelque chose d'extrêmement sensible. Maintenant, comme on a ce foisonnement de données, on peut non seulement l'agglomérer, la consolider, qui était un peu le fonctionnement de base des produits avant, mais on peut aussi la découper, l'analyser dans un angle différent de celle dans lequel elle a été acquise, et ainsi mettre à disposition de l'information à tous. Maintenant, et c'est un point important, et je suis sûr que Stéphane, ça va te parler en tant que journaliste, quand il y a beaucoup de données, quand il y a beaucoup de modèles qui essayent de transformer ces données en quelque chose, des prédictions, s'il n'y a pas l'œil de lynx, alors que je vais appeler autrement, c'est-à-dire le discernement, c'est-à-dire finalement, dans tout ça, qu'est-ce que je ressens moi comme vraiment pertinent, que d'inutile ou de complètement à côté de la plaque, eh ben, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la direction financière, ça ne va pas être juste une garde de triage des données qui va transformer de la donnée qui vient d'un endroit à une donnée autre, accessible à un autre endroit, mais aussi il y aura cette fonction de discernement qui sera d'autant plus essentielle qu'effectivement, c'est des algorithmes de machine learning qu'on tournait avant, et que si on n'a pas de nouveau cette capacité à dire, oui, mais est-ce que tout cela a du sens? Est-ce que par rapport à ce que je connais moi, il n'y a pas quelque chose qui déconne? Eh bien, effectivement, on risque d'aller vers des fausses pistes. Et ça, c'est important, et j'imagine qu'on le vit pareil dans le monde de l'information, puisque des informations, il y en a partout, des plus ou moins informations, on pourrait même dire, des algorithmes qui prédéfinissent ou présélectionnent ces informations, il y en a aussi beaucoup, et il faut faire le tri dans tout ça. André, enfin, pardon, mais moi j'appelle ça le bon sens vis-à-vis des jeunes journalistes qui viennent et qui discutent de ça avec nous, et à la fin, et j'appelle ça faire son métier en fait. Oui. C'est un métier finalement. Ton discernement, c'est ce qui va faire que tu es bon ou que tu es mauvais dans ton métier. Et être assisté pour faire ça, finalement, c'est aller encore plus loin sans doute dans le potentiel du discernement. Mais je pense que c'est vrai, mais on ne naît pas bon dans ce métier. C'est-à-dire ça ne vient que parce que on a c'est l'expérience, l'apprentissage, mais voilà. Évidemment, bien sûr. Heureusement, il nous resterait quoi sinon à nous. Bon, 3 minutes, un mot de conclusion. Conclusion je pense que sur ces données, effectivement, une forte automatisation, robotisation de tout ce qui est acquisition et contrôle de données qui effectivement interroge les rôles dans les entreprises qui font ça. Deuxième chose, c'est beaucoup plus de données à analyser et à redistribuer, et donc d'une part des outils pour le faire, et on travaille beaucoup là-dessus, et d'autre part un rôle essentiel de l'humain sur le discernement. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Sylvain, en conclusion. Moi, je veux dire à nos clients qu'on est dans un très bon momentum. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu le passage vers le cloud, je dirais saison 1, c'est-à-dire on se donne des capacités très élastiques de calcul, de stockage, d'agilité. Les logiciels évoluent avec, sont devenus très agiles, interopérables, on peut parler d'un cloud à l'autre. Et maintenant, on arrive avec ce travail autour de l'intelligence artificielle, du big data, etc. Donc il y a plein de choses nouvelles qui vont se produire. Et donc là, on vient de sortir d'une crise un peu délicate, mais on a un super momentum. Du point de vue de l'adéquation entre la complexité, l'évolution de plus en plus rapide de l'environnement et ce que les outils permettent de faire. Et donc, moi, je dirais qu'il faut y aller, il faut tester des choses. Peut-être on se trompera 2-3 fois, mais il faut s'engager là-dedans, parce que le momentum est bon, et donc il y a un ou deux coups d'avance à prendre maintenant. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on va y aller. Non, mais juste pour finir, puisque tu parlais des logiciels de paix en démarrant, regardez si vous en avez le temps un petit peu ce qui se joue dans la campagne présidentielle, parce qu'il se joue quand même des choses très très intéressantes. Je suis frappé de ce que tous les candidats,
quand il parle de pouvoir d'achat, quand il parle de redonner de la valeur au travail, qui est quand même un sujet clé dans notre pays, tous vont essayer de trouver des formules qui vont défiscaliser à la marge, trouver une prime supplémentaire, etc. Le système en lui-même du salariat, en fait, est coincé. Et donc, ils vont essayer de le contourner par tous les moyens. Et forcément, on aura besoin de vous pour suivre. Voilà, ça va être ça le truc. On sera là. Ouais. On sera là. Bon, les amis, une petite pause. Et puis, on se retrouve dans une demi-heure, je crois, à peu près, pour une table ronde où, justement, on ira un peu plus loin sur l'ensemble de ces sujets.